Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Dans Punchline, on est avec Olivier Beaumont, Nathalie Chuc, Chéri, Jarry Tracy la droite et Guillaume Tabar. Macron, la révolution inachevée aux éditions Robert Laffont. Emmanuel Macron, on va l'écouter. Tiens, il a rendu un très bel hommage à Joséphine Baker il y a quelques instants au Panthéon. Vous entrez dans notre Panthéon parce que vous avez aimé la France. Parce que vous lui avez montré un chemin qui était le sien véritable, mais dont elle doutait pourtant. Vous entrez dans notre Panthéon parce que née américaine, au fond, il n'y a pas plus française que vous. Et alors qu'à la fin de votre carrière, vous clamiez « Mon pays, c'est Paris », chacun de nous ce soir murmure ce refrain, sonnant comme un hymne à l'amour. Ma France, c'est Joséphine. Le lyrisme, l'emphase, mais vraiment très maîtrisé d'Emmanuel Macron. Il aime ses grands discours, Guillaume Tabar. Oui, il et adore ça. En réentendant en entendant tout à l'heure ce discours, je me dis au fond que Macron président a une sorte de remords vis-à-vis du Macron candidat. Parce que s'il y a une phrase qui l'a poursuivi pendant longtemps, c'est cette fameuse phrase de campagne où il dit « Il n'y a pas de culture française oui. ». Ses oppositions s'en ont abondamment servi. Sur l'Algérie aussi, il avait une phrase maladroite qu'il a cherché à corriger plus tard. Et depuis qu'il est président, au contraire, Emmanuel Macron s'efforce de s'inscrire dans un récit national. J'en veux pour preuve l'obsession qu'il a presque d'honorer tous ses prédécesseurs, enfin tous sauf un, François Hollande, mais il a honoré Jacques Chirac, il a commémoré De Gaulle évidemment, il a commémoré Pompidou, il a honoré Giscard, il va encore le faire cette semaine. Il aime bien ça, donc il aime bien montrer cette continuité historique et il aime bien alors, il a multiplié aussi les discours au Panthéon, ou discours, alors que ce soit à l'occasion d'entrer au Panthéon comme pour Joséphine Baker, ou le discours qu'il avait fait le 4 septembre, je crois, pour l'anniversaire de la République. Il aime raconter l'histoire. Alors, c'est intéressant qu'on ait eu le même jour la candidature d'Éric Zemmour et le discours d'Emmanuel Macron, que c'est deux France différentes, ou deux visions de la France différentes, mais quelque part qui s'opposent l'une à l'autre, mais qui créent ce débat-là et qui montrent que la question de l'identité est importante. Et ce qui m'a frappé, puisque vous avez la gentillesse de parler de ce livre, lorsque j'ai eu la chance de le voir en le préparant, de lui-même, il est venu sur la question de Zemmour. C'est lui qui m'a posé la question la candidature de Zemmour, et il dit, finalement, à l'époque, il parlait de l'aventure Zemmour, qui n'était pas encore candidat, nous renvoie une question sur qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce que notre identité. Il dit, et ces questions, elles sont légitimes, et il disait, je dois moi-même les remettre sur tapis, et je sais plus en tête ces mots exacts, mais il dit, voilà, en gros, je dois en faire plus que je n'ai fait jusqu'à présent pour parler de la France. Ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas encore fait, mais je pense qu'il cherche à rôder un discours sur la France pour le moment où il va à son tour entrer en campagne. Olivier Beaumont ? Une petite chose, effectivement, le parallèle est saisissant aujourd'hui entre le lancement de campagne d'Éric Zemmour et puis les commémorations pour la panthéonisation de Joséphine Baker. Il se trouve qu'à 14h, quand Éric Zemmour a fait cette fameuse vidéo, l'Élysée a elle-même déposé une vidéo sur Joséphine Baker où on l'entend chanter, on l'entend parler, on entend aussi la voix d'Emmanuel Macron qui parle de l'artiste. Et là, on voit aussi que c'est une initiative très politique que renvoie le chef de l'État au moment où Éric Zemmour, pendant 20 minutes, parle d'une France plutôt anxiogène, pessimiste, renfermée. Lui, il loue pendant... alors c'est une vidéo qui est bien plus courte, mais il loue l'exact contraire finalement en utilisant la figure tutélaire de Joséphine Baker. Pourquoi la révolution est inachevée, cher Guillaume Tabar ? Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas tenu les promesses de campagne ? C'est l'objet de l'introduction de votre livre. D'abord, le mot révolution, c'est lui-même qui l'a voulu, puisque c'était le titre de son livre lorsqu'il s'est déclaré candidat, ou en tout cas qu'il est entré vraiment dans cette aventure. Bon, les mots ont un sens. Faire la révolution, c'est pas juste dire je vais faire des réformes. C'est pas je vais un peu modifier à la marge le fonctionnement de l'économie, de l'école, etc. C'est dire je vais vraiment transformer le pays. Comme la France en a connu à certaines périodes de son histoire. La reconstruction de la France après la libération, c'est une révolution. L'avènement d'une nouvelle République avec De Gaulle, c'est une révolution. Un nouveau France, c'est une révolution. D'une certaine manière, l'alternance politique de 81, c'est une révolution aussi. On peut dire qu'il y a un avant et un après ces grandes dates. Là, Emmanuel Macron, on arrive au terme de son quinquennat. Bon, il a un bilan. Alors, il y en a qui vont défendre ce bilan, d'autres qui vont dire que ce bilan est mauvais. Ça, c'est la règle du jeu habituelle. Bon. Mais la révolution n'a pas eu lieu. Ben voilà, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut dire que la France est radicalement différente aujourd'hui qu'elle l'était en 2017 ? Quand on prend tous les sujets, y compris ceux auxquels il a voulu s'attaquer,
on est quand même obligé de répondre que non. Et oui, Olivier Beaumont. pardon, non, effectivement, et notamment sur les questions, les problématiques, on y revient, d'immigration, de sécurité, d'autorité. Il y a ce président quand même qui est élu tout jeune, à même pas 40 ans. Alors il y a le contexte de 2017. Il le reconnaît lui-même. Il est arrivé sur un braquage parce que, bref, il y a eu la campagne de François Fillon. Bref, mais à l'époque, même ceux qui finalement n'avaient pas voté pour lui au premier tour se disent pourquoi pas finalement. Il est jeune, il est fringant, il parle bien. Ses premiers déplacements à l'étranger, il incarne une stature. Et d'ailleurs, les 6 premiers mois, il y a un quasi sans faute, on le reconnaît. Et très vite, tout ça va s'effriter. Et le constat, au bout de 5 ans, c'est quoi ? C'est que le RN est loin d'avoir sombré. Une autre figure a même émergé. La droite est encore très, très vivace. Donc Emmanuel Macron n'a pas du tout... il n'y a pas eu de ce travail-là, en fait, de recomposition. Et puis, je termine juste. Il y a eu un petit hommage hier soir au titre du livre de Guillaume Tabar lors du fameux meeting de la mutualité qui rassemblait toutes les forces de la majorité. Un petit propos de François Bayrou qui prolonge un peu cette idée. Il dit, alors je le cite de mémoire, mais il dit certains nous parlent de révolution inachevée. Et lui, il dit c'est vrai, c'est tellement vrai que pour l'achever, il nous faut encore un mandat de plus. Mais est-ce qu'il a transformé le pays, Guillaume Tabar ? Quelles sont les grandes réformes qu'il a menées qui feront date aujourd'hui? Alors on parle. Il y a quand même les réformes du début du quinquennat sur le marché du travail, sur la fiscalité, qui sont des mini-révolutions au sens où... ISF ? La suppression partielle de l'ISF, au sens où c'était des réformes, notamment que la droite avait prônées, sans jamais les faire, et qui ont quand même produit leurs fruits. Incontestablement, la France a retrouvé une attractivité économique qui peut être le fruit de cela. Bon. C'est vrai que pour le reste, une fois qu'on peut citer des réformes. On citait le cas de l'école, le dédoublement des classes primaires en REP, en CP, en REP. Tout le monde le valide aujourd'hui, tout le monde dit que c'était une bonne décision. Mais c'est pas une grande réforme structurelle de l'éducation nationale. L'apprentissage de la lecture pour les plus jeunes. Bon, mais pour autant, souvenez-vous, Claude Allègre parlait du mammouth de l'éducation nationale. L'éducation nationale reste un mammouth, que ce soit la formation, le recrutement, la gestion des carrières des profs, tout cela est inchangé. Une certaine emprise culturelle aussi sur l'école n'a pas été modifiée. Donc, de ce point de vue-là, la promesse n'a quand même pas été tenue. Et puis aussi sur le plan politique et institutionnel. Souvenez-vous, les macronistes qui se vantaient de l'avènement d'un nouveau monde. Un nouveau monde, on a vu qu'il avait les mêmes critères que l'ancien. C'est-à-dire qu'en Macronie, comme avant sous la droite avant sous la gauche, il y a aussi des couacs au gouvernement, il y a aussi des rivalités, des jeux d'appareil. Et zéro réforme institutionnelle. Et zéro réforme institutionnelle. Et là, c'est un de ces grands échecs. Alors, ils disent, oui, mais le Sénat n'a pas voté. Mais avant d'être élu, il savait que le Sénat était à droite, donc la donne, il la connaissait. Et surtout qu'il y a certaines réformes politiques qu'il pouvait faire, même sans l'aval du Sénat, et ça, il n'en a fait aucune. Et ça, pour quelqu'un qui voulait justement moderniser le pays, c'est quand même un échec important. Et il y a le volet retraite qui a été reculé. Et il se prépare à un rude combat pour la présidentielle, là. Il est conscient de la difficulté du combat. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, il alerte très régulièrement, quasiment chaque mercredi, dans son petit propos liminaire de un quart d'heure en ouverture du Conseil des ministres. Alors, c'est toujours facile de dire qu'il ne faut pas regarder les sondages. Effectivement, il est quand même très haut aujourd'hui, Emmanuel Macron. On ne va pas se mentir. Il est à 25-26%. N'importe quel président en fin de mandat rêverait d'avoir ses intentions de vote. Bon, une fois qu'on a dit ça, on voit quand même aujourd'hui qu'on est à 5 mois d'élection présidentielle, que le paysage n'est pas stabilisé, il va bientôt se stabiliser, mais on ne sait pas encore. Et puis il sait aussi qu'en fonction de l'adversaire qu'il aura au second tour, ce ne sera pas forcément la même équation. Et puis on sait très bien, et les 6 dernières années, même si on revient jusqu'à 2015-2016, nous ont montré qu'on n'a eu que des surprises, que des événements imprévus qu'on n'avait pas vu venir, des renversements de situation, et puis il y a cette crise sanitaire quand même qui peut aussi changer beaucoup de choses. Comment acceptera la population si jamais des nouvelles mesures de restrictions, sans parler d'un confinement strict, mais de couvre-feu, de jauge. On voit comment dans les pays du Nord, qui ne sont pas les pays quand même les moins dociles, ou en Autriche aussi, comment les populations ont réagi quand il y a eu des premières mesures qui ont été prises ces derniers jours, avec des mouvements de rue, des violences urbaines, des guérillas, tout ça, parce que la population accepte moins aujourd'hui d'être enfermée, d'être contrainte. Donc si c'est une campagne qui aussi est marquée du sceau du Covid, ça peut être très compliqué, et ça, il peut être tenu pour le responsable aussi de la situation du pays. Qui est son pire adversaire
Guillaume Tabar. Alors, Est-ce que c'est lui-même ou pas? Dans ce cas, on répond lui-même. Bon, en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que je pense que jusqu'à présent, Emmanuel Macron était protégé parce que la discorde était chez l'ennemi. C'est-à-dire qu'on a eu le match Le Pen-Zemmour, on a eu le match interne à la droite avec primaire, pas primaire, puis ensuite, bon, on a le bazar à gauche, Mélenchon, Jadot, ça, bon. Et on se focalise sur ces débats-là. Pendant ce temps-là, lui, président en place, il apparaît intouchable. Intouchable. Une fois que le paysage sera stabilisé, il va l'être dans quelques jours. La droite aura un candidat. Et Marine Le Pen, elle a repris sa campagne. Bon, la dot va être connue. La cible désormais, et la cible de tous, ça va être lui. Et vous avez raison de rappeler que pour l'instant, il est très stable et à un haut niveau. Mais ça me rappelle, alors je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais Valéry Giscard d'Estaing, à la fin de l'année 1980, il paraît tout autant intouchable. Dans les autres familles politiques, c'est pas brillant, y compris pour Mitterrand, y compris pour Chirac, etc. Giscard apparaît préservé et très stable, avec un niveau d'intention de vote très haut. Puis lorsqu'on est vraiment rentré dans l'atmosphère électorale, il est devenu la cible de tous, la cible de Mitterrand et de Chirac, et il l'a payé à la fin. Voilà 2 super livres politiques qui sortent chez Robert Laffont. Guillaume Tabar, Macron, la révolution inachevée, à lire vraiment. Et Olivier Beaumont, Nathalie Chuc, Chéri, j'ai rétréci la droite, enquête dans les secrets de la relation Macron-Sarkozy. Merci à tous les 3 d'être venus ce soir dans Punchline. Dans un instant, c'est Mouloud Achour pour Verven Underground. Et vous aurez aussi les informations avec Alexandre Lemaire. Je vous retrouve demain à 18h pour Punchline. Bonne soirée à vous sur Europe 1.